La diversification économique est une composante essentielle du développement économique grâce à laquelle un pays s'oriente vers une structure de production et d'échanges plus variée. Une diversification économique insuffisante se traduit fréquemment par une plus grande vulnérabilité face aux chocs extérieurs qui peut compromettre les perspectives de croissance économique à long terme. Elle reste un défi majeur pour la plupart des pays en développement et sans doute plus encore pour les pays ayant les faibles revenus ou ceux dont l'économie est très dépendante des produits de base. En outre, la pandémie de Covid-19 et plus récemment la crise ukrainienne ont remis à l'ordre du jour la problématique de la sécurité alimentaire, notamment en Afrique, et de sa résilience face aux chocs systémiques. Alors que les risques de pénurie alimentaire se propagent même aux pays considérés comme des puissances agricoles et que l'inflation menace le pouvoir d'achat des populations nanties et précaires sans distinguo, le monde découvre l'extrême vulnérabilité des chaînes de valeur alimentaire mondialisées et du modèle économique qui les a engendrées. Les industries agroalimentaires font face à des défis importants pendant ces dernières années et de nombreuses tensions sont présentes sur les marchés d'approvisionnement en matière première agricole et industrielle. Tout ceci, donc, pouvant entraîner une fragilité de la santé économique du secteur à court et moyen terme et donc même de la santé publique par ricochet. Alors, l'économie algérienne étant fortement dépendante des revenus générés par le secteur des hydrocarbures, sa diversification s'avère une option inéluctable et c'est ce que les pouvoirs publics ont décidé. Donc, l'appui sur les secteurs stratégiques parmi lesquels l'agriculture et l'industrie agroalimentaire contribueront, selon la stratégie définie, à réduire de façon significative et à terme le déséquilibre de la balance commerciale et d'en assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. L'accroissement de la production agricole suppose un investissement productif intensif dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, condition pour assurer la sécurité alimentaire d'une part et de faire de la substitution aux importations d'autre part, et c'est ce que le gouvernement a effectivement lancé. Cependant, comment sont-elles organisées les filières agricoles et agroalimentaires et quelles sont celles les plus performantes actuellement sur le marché national algérien et à l'exportation? Quelle contribution de ce type d'agriculture et d'industrie pour assurer la sécurité alimentaire du pays et réduire les importations des produits alimentaires? Quel accompagnement s'assurer Quel accompagnement s'assurer pour donner une dimension stratégique à l'essor des activités agroalimentaires et l'entrepreneuriat dans ce domaine? Et puis, comment l'industrie agroalimentaire peut-elle être optimisée pour garantir à la fois la sécurité alimentaire et contribuer efficacement à la diversification des économies? Et puis, cette orientation sur la production locale, elle aura quel impact sur les relations économiques et diplomatiques de l'Algérie, notamment avec la France, qui fut son principal fournisseur? Alors, pour mieux étudier ces questions et faire ressortir le poids de cette activité dans le tissu économique algérien et surtout de son interface avec le secteur agricole, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie, Farhat Aïtali Brahim. Farhat Aïtali, bonjour et merci d'avoir accepté encore une fois de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Alors, Farhat Aïtali, l'agriculture en Algérie a connu au cours de ces 2 dernières décennies une évolution qui s'est traduite par l'augmentation des superficies agricoles en vue d'un accroissement des productions grâce à la succession d'un ensemble de politiques visant à améliorer la sécurité alimentaire. Donc, la céréaculture n'a pas dérogé donc à la règle avec une extension vers le sud du pays avec des rendements très intéressants selon les statistiques qui sont ou selon les rapports qui sont donnés par les autorités officielles, dépassant ceux donc enregistrés dans certaines régions, disons, ou wilayas traditionnellement céréalières. Alors, selon les statistiques nationales, la production céréalière serait passée d'une moyenne de 3 millions de tonnes sur la période 2005-2008 à un peu plus de 5,5 millions de tonnes en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Et en ce qui concerne les importations,
des blés, qu'ils soient tendres ou autres, elle se situe autour de 8 millions de tonnes au cours de ces dernières années. Alors, pourquoi l'Algérie demeure-t-elle encore, puisqu'elle a lancé toutes ces politiques-là de production et d'augmentation de production nationale, demeure-t-elle encore l'un des plus gros importateurs de blé dans le monde? Et peine-t-elle à assurer ses besoins? Est-ce que c'est une affaire de politique? C'est une affaire de climat? Est-ce que c'est une affaire de logistique? Qu'est-ce qui se passe? Et comment expliquez-vous le changement de fournisseurs au profit de la Russie et de l'Ukraine au détriment des fournisseurs traditionnels comme la France, l'Allemagne et autres? Bon, c'est Kremel, vous avez posé plusieurs questions dans une question, donc on va essayer de les Non, classer. non, prenez votre temps pour bien détailler et développer. Très bien, et commencer par le début. Bon, la politique d'extension des surfaces agricoles vers le sud, elle date dans les faits des débuts des années 90, même à une époque où nous étions un petit peu en difficulté financière et même en difficulté politique. Il y avait déjà les premiers projets d'extension de l'agriculture vers le sud. À cette époque-là, il n'était pas question de culture céréalière, il était plutôt question d'investissement dans les maraîchages. Donc, les Mhm, régions d'Iskra, Ouedsouf, Adrar, pratiquement qui sont justement très bien dotées en ressources hydriques souterraines, avaient déjà été désignés comme étant des futurs pôles d'expansion agricole. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs aujourd'hui d'arriver quand même à un résultat en matière de légumes surtout, qui permet, on peut dire, une autosuffisance dans la filière légumes. mhm, L'Algérie n'a pas de légumes depuis pratiquement 30 ans. Je me souviens que les dernières importations de pommes de terre destinées directement à la consommation dataient pratiquement des années 80, à une époque où il y avait un système d'économie dirigiste qui ne permettait pas franchement parler des investissements lourds et des investissements capitalistiques dans le domaine de l'agriculture. Mais dès que nous sommes passés à un investissement privé soutenu par le biais des fonds publics, ça a pu marcher quand même dans le domaine des maraîchages. Maintenant, si on revient à la culture céréalière intrinsèque, mhm, il est vrai que la culture céréalière en Algérie, elle est traditionnellement orientée plutôt vers les blés durs et l'orge. mhm, Les terres du Nord, qui sont des terres un petit peu en partie calcaires et qui sont justement, qui souffrent d'un stress hydrique qui est endémique, qui ne date pas de ces dernières années, qui date de longtemps, donc ne permettaient pas de très très bons rendements. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ce soit à l'époque romaine ou à l'époque même coloniale récente, les rendements des terres du Nord n'ont jamais dépassé les 16 quintaux à l'hectare dans les perspectives les plus optimistes, ce qui est de toute façon valable jusqu'à aujourd'hui. Mais là, nous mhm, parlons de le blé dur est pratiquement le blé le plus consommé en Algérie dans le passé. Traditionnellement, les Algériens étaient orientés vers le blé dur et l'orge. Le mhm, blé tendre est quasiment une importation coloniale, parce que même ces déclinaisons agro-industrielles, en ce qui concerne le pain quotidien, enfin le pain consommé globalement par les citoyens, ou bien des gâteaux, enfin tout ce qu'on peut produire avec du blé tendre n'existait pas dans le régime alimentaire des Algériens du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle et avant. C'est avec l'arrivée de la colonisation qu'on a introduit le blé tendre, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment une légumineuse qui pousse correctement sur nos terres du Nord. Donc, nous n'avons même pas tenté de faire des cultures céréalières de blé tendre dans le Nord. Ceux qui l'ont tenté n'ont pas fait de très bonnes affaires. mhm, Automatiquement, à un moment donné, il fallait trouver des terres aux ressources hydriques beaucoup plus importantes, ce qui est le cas justement du sud algérien.
Mais là, ça ne pouvait pas aussi se faire dans les années 60. Le pivot n'existait pas encore, les cultures, on peut dire, agro-industrielles n'existaient pas encore. Il a fallu attendre justement l'émergence de nouvelles techniques de culture pour pouvoir exploiter l'albien. Mhm. Ça a commencé quand même durant les années 90, mais avec de manière assez timide. Ça n'a jamais dépassé les 10 000 hectares. Et là, sur les 10 000 hectares qui étaient lancés à l'époque, les rendements étaient assez intéressants. Bon, c'était à peu près en moyenne du 50 quintaux à l'hectare, avec des poussées comme ça exceptionnelles jusqu'à 80 quintaux à l'hectare. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, en moyenne, on tourne autour de 50 quintaux à l'hectare. Le problème qui s'est posé à cette époque-là, c'est qu'il fallait des fonds énormes, il fallait aussi une main-d'œuvre Mhm. et sur une stimulation des investissements privés vers ces zones qui sont quand même assez éloignées des centres urbains, qui sont éloignés du nord. Donc, au début des années 2000, ce n'était pas évident de voir affluer de gros investisseurs vers le sud. Mais il y a eu quand même un effort financier et une politique volontariste en la matière pour Mhm. aller faire du vendre dans le sud. Je crois que au bout de 20 ans, actuellement, on est en train peut-être de plafonner à 250 000 hectares mis en valeur. 250 000 hectares, toutes cultures confondues. Mais bon, pour la céréaculture, ça doit tourner à peu près à 150 000 hectares. Mhm. Euh, c'est déjà un grand effort parce que, mine de rien, pour cultiver 150 000 hectares dans le sud, il faut quand même débloquer des fonds, susciter des vocations et transférer de la main-d'œuvre. Et aussi recruter de la main-d'œuvre locale, ce qui n'est pas tout à fait évident. Parce qu'au-delà aussi du régime alimentaire des Algériens, leurs habitudes professionnelles aussi ont changé à travers le temps. Donc, beaucoup d'Algériens sont agglutinés dans la bande littorale. Les gens de la région, enfin les gens du sud, ils préféreraient éventuellement aussi travailler pour les grandes entreprises publiques qui sont implantées là-bas, particulièrement la Sonatrach, qui paye mieux, Mhm. qui est moins contraignant, c'est moins astreignant pour le personnel. Mhm. Donc, nous avons pris peut-être une tangente rentière avec des entreprises qui permettent de bons salaires et qui permettent aussi un travail moins contraignant, ce qui ne stimule pas les vocations, ni chez les investisseurs, ni encore moins chez les employés potentiels. C'est ce qui a bloqué un petit peu les investissements locaux. À 150 000 maximum d'hectares jusqu'à présent pour ce qui est de la céréaliculture destinée au blé tendre. Mhm. Par contre, pour le blé dur, on peut dire qu'en fonction de l'évolution de la population algérienne, nous sommes pas très loin de l'autosuffisance et ce depuis 50 ans. On était à peu près à 2 millions de tonnes par année pour une population de 16 millions. On a fait des pics jusqu'à 6 millions pour un exercice où c'était vraiment exceptionnel, mais on tourne en moyenne à 4,2 millions de tonnes, ce qui est à peu près pas très loin de la consommation algérienne en matière de blé dur. C'est sur le blé tendre qui a l'attention quand on Mhm. parle d'exportation. Ce changement de régime qui fait que la population est devenue très grosse consommatrice de blé tendre. Pratiquement, nous sommes à une moyenne, quand même, que j'ai calculé une fois, de 240 kilos par année par individu. Ouais. C'est beaucoup quand même, on est à peu près à 800 grammes par jour. Mhm. L'individu confondu, là, ça va du bébé d'un an jusqu'au vieillard. Ce qui suscite aussi des interrogations sur cette moyenne de consommation qui m'a toujours paru un petit peu bizarre. Alors, dans ce cas-là, Farhat Aitali, je vais vous reposer encore la question sur laquelle... alors, l'extension des superficies vers le sud a concerné plusieurs wilayas ou régions, pour que les gens comprennent, notamment Biskra, Adrar, avec des rendements supérieurs à 37 quintaux, donc l'hectare.
dépassant ainsi le rendement moyen national qui atteint 17,8 quintaux donc, par hectare en 2019. Mais ces rendements sont jugés faibles comparativement donc aux rendements enregistrés par d'autres pays et même ceux enregistrés par certains agriculteurs algériens. Alors, qu'est-ce qui explique vous avez un peu fait le topo de la politique qui a été suivie, des conditions apparemment qui sont liées au climat et à la qualité de la terre. De toute façon, comme vous dites, depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique du Nord produit un peu à peu près la même moyenne en blé dur. Euh, alors, comment expliquez-vous cette situation? Pourquoi il n'y a pas d'augmentation? Est-ce qu'on n'a pas pris les bons choix? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, comment expliquez-vous donc le changement de fournisseur? Pourquoi le changement de fournisseur est intervenu? Est-ce que c'est question de diplomatie ou c'est question purement commerciale parce que c'est plus disponible, c'est moins cher? De toute façon, le changement de fournisseur, il ne faut pas sublimer l'opération parce qu'il n'y a pas eu un changement de fournisseur de manière brusque, et instantanée, datant de ces dernières Absolument, années. oui. Je me souviens que nous avions commencé déjà à élaborer des cahiers de charges plus ou moins larges et pour brasser très large sur le marché international il y a un peu plus de 10 ans. Hein, ce n'est pas récent Mhm. euh, cette inclination à diversifier nos fournisseurs. Ça répondait quand même à un souci politique de ne pas se retrouver otage ou tributaire d'un marché spécifique sur un produit qu'on considère comme stratégique. Donc, on s'est ouvert sur la Russie, les pays baltes, enfin l'Ukraine, tous les pays qui avaient de la disponibilité en matière de blé tendre, au lieu de s'accrocher à un fournisseur. Ouais. Ce fournisseur ont imposé de facto parce qu'il répondait aussi à des critères. Ce n'était pas une prise d'otage politique. Il ne faut pas sublimer les choses Mhm, politiquement. mhm. Absolument, absolument. Durant les années 90, nous étions pratiquement endettés, donc nous étions tributaires des marchés les plus proches et ceux qui pouvaient plus ou moins avoir une souplesse dans le paiement des cargaisons. Et comme nous étions pratiquement pris en otage par le FMI étant une sorte d'organisme à vocation occidentale, donc quand il vous parraine quelque part, il vous empêche de couler, de couler à pic. À l'époque, c'était un petit Mhm. peu le scénario qui se présente. Il vous oriente vers des marchés particuliers. En l'occurrence, le marché français s'imposait de facto. Sans compter, il y avait quand même les distances. Mhm. Les, les embarquements dans les ports du sud de la France, pratiquement, c'est une affaire de 3 jours et le cargo est à Alger. Donc, ça s'est imposé de soi-même. À un moment donné, à partir de, je crois, 2007-2008, il a été question de commencer à changer, non pas de fournisseur, mais de commencer à diversifier et à réduire la PAP qui représentait presque 80% de nos importations, qui venaient de ce pays pour essayer d'introduire le maximum de fournisseurs et avoir un petit peu la main sur notre marché. Parce Mhm. que je trouve que le blé tendre est devenu une denrée stratégique. Ce n'est plus une question d'économie ou d'échanges commerciaux, c'est pratiquement une question de sécurité nationale. Mhm. Donc, nous nous sommes orientés vers d'autres marchés. Bon, au début, il y avait des couacs quand même, hein, parce que quand on s'habitue à un fournisseur, on a quand même une stabilité dans les livraisons. Ça marchait beaucoup mieux que quand on s'est diversifié. Mais à la longue, nous avons quand même acquis une D'accord, expérience. c'est clair. Alors, par rapport justement à cette incapacité à fournir au moins la moitié des 8 millions qui sont importés, euh, il est où exactement le problème? Pourquoi, par exemple, ce qui a été investi, il n'y a pas de retour sur investissement en termes de production dans ce qui est injecté dans le Sahara? Là aussi, il y a des chimères qui sont devenues pratiquement des sortes de certitudes
chez certains gens de certitude politique. Tous les pays du monde ne produisent pas l'intégralité de ce qu'ils consomment. Mhm. Sinon, les échanges mondiaux se seraient arrêtés. Le monde est fait d'échanges. Donc, si tout le monde s'amusait ou pouvait produire tout ce qui pourrait être utile à sa sécurité, qu'elle soit industrielle ou alimentaire ou même à la limite militaire, eh ben, le monde vivrait en autarcie. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas pensé à nous autonomiser à 100% dans le passé. Peut-être que parce que c'est quasiment impossible pour un pays de s'autonomiser sur certains produits qui ne sont pas des produits traditionnels chez lui. Mhm. Par exemple, nous avons un besoin factice qui s'est créé avec le temps pour la banane, avec toutes les tensions que ça sous-entend. On ne va quand même pas s'amuser à essayer de s'autonomiser en termes de banane. Ce n'est pas une spécialité locale. Mhm. Donc, le blé, je le disais, le blé tendre n'a jamais été une spécialité locale, ni même fait partie du régime alimentaire local. D'ailleurs, jusqu'à présent, les Algériens, quand ils veulent faire leur ravitaillement stratégique en période, par exemple, de problèmes de tension, même mondiale, sous le Covid, par exemple, les gens ils se sont approvisionnés de manière erratique, irrationnelle, et anarchique d'ailleurs, il a fallu qu'on mette le haut là, en semoule. La semoule, c'est du blé dur. Ils ne sont D'accord. pas approvisionnés en farine blanche. Ils sont revenus à leurs habitudes ancestrales où la sécurité familiale en matière d'approvisionnement revenait toujours au blé dur parce que c'est le régime alimentaire naturel et habituel des Algériens. Je tout à l'heure que le blé tendre, ça a été introduit par le colonialisme comme une nouvelle habitude alimentaire. Mais après, durant les années 70, nous avons créé encore un autre appel d'air vers ce produit-là, en subventionnant au maximum, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, nous subventionnons tous les produits qui provenant de la farine de blé tendre. Automatiquement, avec ces subventions, et le changement du mode de vie ou une certaine inflation qui s'est installée de toute façon depuis les années 80, le gros des ménages arrive à prendre en charge justement l'approvisionnement en pain. On l'est aussi, on va revenir au lait tout à l'heure, parce qu'ils sont hyper subventionnés. Cette subvention, à mon avis, elle a quand même peut-être créé une surconsommation locale. Elle a même créé à un moment donné de la contrebande aux frontières, ce qui a augmenté les consommations et augmenté aussi les besoins en importation. Bon, les dernières années, depuis 4 ou 5 ans, enfin depuis 2020, on peut dire, les mesures qui ont été prises aux frontières ont quasiment cassé Mhm. la filière de la contrebande aux frontières. Donc, on a dû économiser peut-être facilement les 500 000 tonnes qui prenaient la tangente chaque année vers le voisinage. Mais les déperditions locales, je dirais même le gaspillage, qu'il soit domestique ou même collectif en matière de pain, fait que je pense que nos importations ne répondent pas réellement à nos besoins naturels. En rationalisant ces subventions, on pourrait peut-être réduire facilement ces importations à 6 millions, hein, peut-être à 5 millions même. C'est ce régime D'accord. alimentaire, c'est cette Mais mauvaise. donc ce qui est produit, vous avez dit que il y a 120 000 hectares à peu près qui sont consacrés à la culture céréalière dans le Sahara. C'est quoi le problème? Pourquoi il n'y a pas assez de production malgré les investissements colossaux qui ont été consentis? Il n'y a pas eu d'investissement colossaux dans la céréaculture durant l'ancien, je dirais pas l'ancien régime, enfin l'ancienne équipe qui était là avant nous. Ils avaient mis le paquet surtout sur les maraîchages. Parce D'accord. que la région de Biskra et de Ouedsouf, les populations locales, avec les investisseurs déjà locaux et ceux qui sont venus du Nord, ont cette vocation justement agricole. Ils l'avaient depuis longtemps.
Ils ont cette, ils ont cette capacité à exploiter le terrain à bon escient pour faire du maraîchage. Aujourd'hui, une bonne partie des légumes hors saison qui sont dans toutes les villes du Nord proviennent de ces régions-là, et un petit peu Mhm. d'Adrar. Donc, toutes les subventions qui ont été données, elles ont été orientées vers ces filières-là. Et nous n'avions pas pensé au début à mettre le paquet sur le blé tendre, le marché international étant pratiquement ouvert. Il était fournisseur, il y avait du surplus sur le marché international et les cours du blé n'étaient pas vraiment très Alors hauts. si cette manque d'investissement est corrigé et qu'on met les investissements nécessaires, est-ce que vous pensez que le Sahara, justement, peut produire ce que l'Algérie consomme par an? Globalement le Sahara, quand même, il recèle un réservoir dont la partie algérienne est à peu près de 40 000 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, Mhm, nous devons consommer 20 milliards par année, quand même, on en a pour 2000 ans. Mais il ne faut pas prendre les choses de manière arithmétique. mhm, Bon, la mise en valeur de terre au Sahara, bon, si on estime, par exemple, qu'un million d'hectares pourrait donner avec de bonnes méthodes de culture, les 6 millions de tonnes qu'il nous faut pour atteindre l'autosuffisance, ce million d'hectares, c'est quand même une centaine de milliers d'ouvriers à trouver. mhm. Il se trouve que dans les régions qui sont ciblées justement par ces investissements-là, des 100 000 sur place, ce n'est pas évident. Transférer des populations du Nord, il faudrait donner des salaires quand même assez lourds, conséquents. On ne peut pas à quelqu'un qui a une allocation chômage de 15 000 dinars au Nord, il ne va pas descendre au Sud pour 30 000 dinars. Mhm. Donc, si on doit transférer des populations, il y a des conditions d'hébergement. Et c'est comme dans la conquête de l'Ouest chez les Américains. Et il faut créer des villes. Mhm. Et une, quand on lance une nouvelle activité industrielle dans une sorte d'Eldorado qui a été découvert, il se crée des ensembles humains, il se crée tout un mode de vie qui est nouveau. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, quelles que soient les intentions, les bonnes Mais intentions, quelles que supposons soient que, les... que ce problème-là est réglé, est-ce que le sol, le climat, le sol et l'eau qui est disponible peut justement subvenir aux besoins de l'Algérie en termes de Oui, production du blé? en fin de compte, pour n'importe quelle herbacée ou pour n'importe quelle plante, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la lumière et de l'eau. Et du Donc, CO2. bon, bon, même pour ce qui est des terres, même si elles sont pauvres à l'origine, et les agricultures modernes, l'agriculture industrielle, opèrent toujours avec des apports chimiques Mhm, externes. Dans le monde entier, on utilise des engrais, des fois même de manière excessive. Et avec le temps, à force de pousser, ces herbes-là créent elles-mêmes une sorte de microclimat tout en créant un nouveau sol végétal. mhm. Donc ça, 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 ça pourrait se faire, mais pas dans l'immédiat. Pas avec des délais courts. Moi, j'estime qu'avec une politique vraiment volontariste, on pourrait y aller à peu près à 100 000 hectares par année. Pour arriver au million d'hectares, il faudrait quand même une dizaine d'années. Je parle d'une politique vraiment volontariste. Il ne faut D'accord. pas rétrécir les délais pour essayer d'arriver à cette autosuffisance. Dans 5 ou 6 ans, c'est quasiment impossible. Mais bon, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, ça pourrait D'accord. évoluer. Mais il faut calculer non pas seulement les rendements à l'hectare, il faut calculer la rentabilité de la chose. Ouais. C'est se développe des surplus céréaliers dans d'autres pays que le nôtre et qu'on se retrouve avec du blé comme le blé saoudien qui à un moment donné coûtait 800 dollars la tonne alors que le blé à l'international était à 180 dollars, il faudrait peut-être réfléchir aussi à cette D'accord. équation. C'est clair.
il y a un produit aussi qui était extrêmement important en Algérie et qui suscite à chaque fois la polémique, défraie même parfois la chronique dans le pays. C'est la filière laitière. Alors, en Algérie, la filière laitière représente un secteur stratégique de la politique agricole, notamment pour son rôle donc polyvalent en tant que fournisseur de protéines animales et de sources de revenus. Ainsi, donc, les autorités du pays estiment que l'autosuffisance en lait constitue un indicateur appréciable pour juger de la bonne santé économique dans ce registre. Donc, force est de constater que l'Algérie, encore une fois, n'arrive pas encore à satisfaire les besoins sans cesse croissants de sa population en lait, produit localement et issu majoritairement des espèces bovines à hauteur de 75% de la production totale. Alors, de plus, la production nationale en lait cru, malgré sa constante évolution, souffre d'une grande variabilité dans ses aspects hygiéniques et nutritionnels. Alors, Farhata Italie, pourquoi cet état de fait et où en sont les investissements annoncés il y a quelques mois pour pallier à cette situation? Écoutez, de toute façon, cette filière, elle a été tout autant déstabilisée que celle du blé tendre, avec justement les subventions sur le lait cru, les subventions destinées à la consommation du le grand public du lait cru. Donc aujourd'hui, plus ou moins, nous vendons le litre de lait subventionné à 25 cents, même pas à 20 cents, 20 centimes de dollars. Alors qu'il nous arrive de l'importer presque à 1 dollar. Mhm. On, on importe une tonne de lait en poudre entre 2500 et 6000 dollars là, selon les fluctuations du marché, avec des subventions comme ça. C'est peut-être l'un des pays au monde où le lait coûte le moins cher. Automatiquement, ça crée une surconsommation en matière de lait. Et dans ce cas précis, les élevages bovins locaux, dans un pays justement où le Nord est sous stress hydrique, ne pourront pas compenser le manque en matière de production locale. Bien que, si on doit réfléchir rationnellement, avec tous les éléments que nous avons, en termes de stress hydrique, en termes de manque de pâturage, nous sommes peut-être le pays qui produit le plus de lait, même de viande bovine, dans toute la région Afrique du Nord. Mine de rien, D'accord. mais nous importons quand même beaucoup parce que nous consommons beaucoup. Nous consommons beaucoup de produits laitiers, des dérivés du lait aussi, parce que c'est traditionnel localement, mais nous consommons beaucoup de lait cru parce que, par la force des choses, avec des subventions, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de familles se rabattent sur un produit qui est très bon marché, parce que l'État met chaque année 400 à 500 millions de dollars d'aide publique, de subventions pour le maintenir à la portée du consommateur aux revenus assez modestes, en même temps que le pain. Donc, nous ne pourrons pas, avec un cheptel qui est inférieur, un nouveau cheptel, je ne parle pas de l'existant, qui est à peu près de 2 Mhm. millions de peut-être 600 000 vaches laitières. Si nous n'avons pas 1 million de vaches laitières en plus, on ne pourra pas parler d'autosuffisance. Bien D'accord. que le gros problème ici, c'est plutôt la collecte, parce que le cheptel local produit 2 fois plus de lait que la poudre importée. Mhm. Sur une consommation globale à peu près de 4 milliards et demi de litres, l'État ne subventionne que l'équivalent d'un milliard et demi à 2 milliards de litres. Donc l'autre partie, elle est locale, elle est subventionnée à la production, mais pas à la consommation. D'accord. Et cette partie qui est locale, elle est supérieure à la partie importée, mais elle n'arrive pas chez le client de manière organisée, de manière plus ou moins industrielle. C'est des petits producteurs qui sont un petit peu disparates. Nous n'avons pas encore instauré un système de collecte de lait sécurisé au plan sanitaire et rentable au plan commercial. Vu que les élevages ils sont trop petits, ils sont disparates, ils ne sont pas pris en charge par de grosses entreprises. Le Mhm. problème qui se pose, ce n'est pas
l'État de faire de la collecte de lait. L'État peut organiser une filière, il ne peut pas la gérer et encore moins la contrôler en amont ou en aval, sauf bien sûr dans le domaine sanitaire. Donc, c'est ce qui cloche. Même si nous devions ramener 1 million de vaches laitières, encore faudrait-il aussi ne pas retomber dans le problème de la collecte. Mhm. Le lait en poudre qui est importé, il permet des stockages et une distribution beaucoup mieux organisée que du lait qui doit être consommé dans les heures ou les jours qui suivent sa production. Ce qui n'est pas le cas du lait en poudre que nous importons d'un peu partout. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Maintenant, pour les gros projets, moi personnellement, au niveau mondial, hein, j'ai toujours été sceptique pour les projets qui dépassent les 2000, 3000 animaux. Les Chinois, ils ont mis peut-être en production une ferme de 200 000 vaches qui n'est pas allée très loin. Il y a eu des problèmes après d'environnement, des problèmes de gestion. Donc, les grands élevages géants, ils sont peut-être tout aussi problématiques que les tout petits élevages qui n'arrivent pas à Mhm. se mutualiser. Je crois faudrait réfléchir sur des élevages moyens qui vont de 500 à 2000 vaches à répartir équitablement sur le nord du pays avec des aliments de bétail qui proviennent, eux, du sud. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on produise de la luzerne, qu'on produise tous les fourrages dans le sud, justement là où il y a la ressource hydrique, où la photosynthèse peut se faire rapidement, et qu'on achemine les fourrages vers le nord, ou des fermes quand même qui ne soient pas très petites ni très grandes, des Mhm. fermes Mhm. moyennes soient répartis sur les régions humides du pays. Bon, il y a des wilayas qui ont toujours été des bassins bovins. Il y a Tarif, il y a Soukaras, enfin, de tout l'Est algérien. Bon, à l'ouest, il y a Mostaganem, mais éventuellement Et donc, ici, il y a par rapport à ça, donc, je crois que votre idée est très claire. Par rapport à ça, donc, l'Algérie donc, importe du lait, de la poudre du lait en tout cas. Et en ce moment, dans le contexte, en 2 mots, si vous pouvez, nous expliquer dans le contexte de ces tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France. J'ai lu, moi, dans la presse française, que les fournisseurs français en lait de l'Algérie sont inquiets sur leur part de marché sur fond justement de cette crise. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ou est-ce que ce n'est pas relié comme le blé à des choses conjoncturelles? Je pense que écoutez, c'est quelque chose qui... déjà que cette fameuse dépendance en matière de lait du marché français est une fausse information que les journalistes des deux rives essaient Mhm. de recycler de manière cyclique à chaque fois qu'il y a des tensions entre les deux pays. Il est vrai que la France fournissait une partie du lait en poudre, mais bon, en tant que fournisseur parmi d'autres. Ça ne date D'accord, pas d'aujourd'hui, la diversification. Je me rappelle que dans les années 80, notre fournisseur principal de lait en poudre, c'était la Nouvelle-Zélande. Avec le temps, il y a eu la France, la Pologne, l'Allemagne, le Bélarus, enfin, d'accord, beaucoup de pays qui sont capables de nous fournir du lait en poudre. Il se trouve aussi que les importateurs, à part l'importateur public, enfin l'office public du lait, l'ONIL, qui lui fait des appels d'offres, ces 20 dernières années, on peut dire que le privé avait directement accès à ce marché, il pouvait importer d'où il voulait, et le privé n'était pas forcément orienté vers le marché français qui était plus cher que d'autres. d'accord, ok, Beaucoup c'était des fournisseurs. Donc, d'accord. ils ont des parts de marché français. Évidemment, un paysan ou un producteur de lait ou je ne sais pas, de bovin, il s'inquiète pour sa part de marché, quelle qu'elle soit, mais il ne faudrait pas aussi que ça mette dans la tête des gens que l'Algérie est quasiment dépendante de ce marché-là en matière de lait. D'accord. Hein, nous n'avons jamais été totalement dépendants. D'accord, ok, c'est clair. Alors, Farhat Taïtali, passons maintenant à la filière, une
une autre filière stratégique qui est celle des fruits et légumes. Je crois que vous l'avez évoqué déjà durant la première partie. Vous avez dit que l'Algérie, en investissant dans le sud, a réussi à faire à faire en sorte qu'elle devienne autonome, autosuffisante en termes de légumes et de fruits. Mais il y a quand même une question que je vois moi dans la presse algérienne et qui interpelle et aussi les citoyens qui la posent tout le temps, c'est les prix. Donc, pendant le mois de Ramadan, les prix des légumes et des fruits, notamment les fruits, sont en général. Je parle de ce qui est produit localement, hein. Je ne parle pas des bananes ou autre chose, et sont très élevés, jugés très élevés. Alors, comment expliquez-vous ça? Là, franchement, je n'ai jamais réellement compris le marché algérien. Parce que c'est quand on pense statistiquement de la production nationale de tous fruits et légumes confondus, elle répond à la demande locale et même à un surplus. D'ailleurs, des fois, il y a même de la destruction de produits Absolument, faute de absolument. clients. Il y a des pertes énormes. Mais le problème qui se pose est que nous n'avons pas de structure de stockage et de système surtout organisationnel de stockage qui permettent la transition du producteur vers le consommateur à des périodes, à toutes les périodes de l'année de manière organisée. Nous avons des tensions dans les intersaisons qui créent justement des hausses des prix irrationnelles, bien sûr, en ajoutant un petit peu un penchant pour la spéculation chez certains commerçants et un penchant aussi pour la panique chez les consommateurs. Et nous avons des surplus que nous n'arrivons ni à stocker, ni à écouler, ni encore moins à distribuer de manière logique dans des saisons, je dirais dans le pic des saisons. Alors, par exemple, au sud, nous avons deux campagnes. Ces deux campagnes-là, si nous arrivons à organiser un petit peu le système de stockage et de distribution, sur les deux récoltes, nous arrivons à avoir les 12 mois. Nous avons maintenant des trucs hors saison à partir du sud, Mhm, qui n'étaient pas produits encore dans le passé. Mais il suffit d'un petit incident de production sur une saison pour entraîner une surenchère dans les prix pendant quelques mois, mais après, cette surenchère, elle attire des producteurs vers une surproduction pour essayer de gagner plus, mais après, il y a une mévente. Donc, il y a un retrait de certains producteurs qui se cassent la figure parce qu'ils ont trop produit, ils n'arrivent pas à stocker. Et je crois aussi que l'administration y est pour beaucoup dans la déstabilisation des filières de production. Moi, j'ai toujours été pour que l'administration soit un outil de contrôle a posteriori ou un outil de conseil a priori. Bien sûr, avec des réglementations adéquates, mais pas un outil interventionniste à tout bout de champ d'accord. dans le circuit oui, contre les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. On devrait laisser le marché faire jouer son rôle. D'accord. Alors, une autre filière aussi stratégique, mais pas uniquement en Algérie, je pense que dans tous les pays du monde, mais aussi c'est la question de la viande, notamment rouge. Alors, le développement de l'élevage bovin au vin a toujours constitué une priorité du pays pour répondre aux besoins de la population en protéines animales. Donc, c'est particulièrement le cas pour les régions du nord du pays, où de grandes, qui sont donc de grandes consommatrices de viande, notamment rouge. Cependant, le taux d'autosuffisance en viande bovine, par exemple, est de 55%. La viande bovine et les animaux donc vivants représentent que 4% des importations des produits agricoles et agroalimentaires opérés par l'Algérie. Mais elles demeurent insuffisantes et elles sont appelées à croître fortement en raison de l'appétit croissant donc des consommateurs, chose qui est tout à fait normale, et de la pression démographique. Et donc la production de viande bovine a augmenté de 30% selon l'ONS, l'Office national des statistiques, entre 2010 et 2018, mais insuffisant
pour répondre à la demande des consommateurs algériens. Alors, pourquoi cette situation? Pourquoi on n'arrive pas, pour un pays de 2 381 000 km², on n'arrive pas à élever d'animaux pour fournir les besoins en viande? Et pourquoi les prix de la viande rouge, notamment, demeurent toujours inaccessibles pour beaucoup d'Algériens? On me ressort toujours cette histoire de 2 380 000 km². Ben, la Lune, elle doit avoir beaucoup plus de surface. Mais bon, 2 380 000 km², si vous en avez 2 millions pratiquement de kilomètres carrés qui sont quasiment arides, il faudrait quand même relativiser. D'accord. Sur les 3 km² qui restent, vous avez quand même peut-être 200 000 de hauts plateaux et de steppes qui sont beaucoup plus propices à l'ovin et Mhm. au caprin qu'au vin. Si on parle de viande bovine, les Et zones ovines propices, aussi. Et ovines aussi. justement le cheptel ovin et sa gestion, ça on y reviendra. Maintenant, on va aller au bovin parce que le bovin il est plus statique, plus stable. Il n'est pas le fait de pasteur normal. Et on Mhm. peut faire des fermes d'engraissement. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Ce qui me paraît bizarre, c'est que nous, jusque-là, nous avons importé et les bovins à engraisser et la bouffe pour les engraisser. C'est un petit peu comme dans le système CKD automobile. Hein. Ah ouais. En effet, à la limite, j'aurais préféré Le à ce ramener stade, bien engraissé. même pas engraisser, le ramener en beefsteak et on n'en parle plus, même peut-être même éventuellement bien cuit, c'est tout. Parce que si je dois ramener un bovin des quatre coins du monde pour lui ramener sa bouffe dans le même bateau, ce n'est pas rationnel. Parce que si on prend en plus les frais de déplacement, vous savez que les frais de déplacement d'un animal vivant et sa nourriture et sa prise en charge sanitaire, ça n'a rien à voir avec les frais de déplacement d'un beefsteak congelé. Mhm. Maintenant, on est en Certainement. train de parler d'importer 1 million de moutons. 1 million de moutons, c'est 4 000 tonnes de viande. 4 000 tonnes de viande, vous prenez deux cargos congélateurs et vous ramenez les 4 000 tonnes de viande, on n'en parle plus, ça revient à 2 dollars le kilo. Mhm. Bon, là, c'est sacrificiel, c'est pour un rite sacrificiel. Ouais, Mais ouais. quand vous ramenez 1 million d'animaux vivants, c'est 15 000 animaux par bateau. Vous essayez de diviser ça, on se retrouve avec 90 ou 100 bateaux qui se pointent avec des animaux qu'il faut prendre en charge, qu'il faut nourrir. Donc, pour le bovin, c'est un petit peu la même chose. Nous faisons des cahiers de charges, on autorise les gens à importer des bovins. Bon, il y a des normes sanitaires qui sont très, très pointues en chirurgique, mais une fois le bovin arrivé sur place, nous l'engraissons pendant 6 mois avec de la bouffe importée. Le problème est que nous n'avons pas une filière dans laquelle ceux qui contrôlent les bovins contrôlent l'aliment. Vous allez aux États-Unis ou en Argentine, qui sont des pays très connus en la matière, vous n'avez pas quelqu'un qui se spécialise dans le fourrage et d'autres dans la viande, dans le bovin. Vous avez des fermes gigantesques qui font tout. Mhm. Donc, ici, non, ici, nous avons le bonhomme, il ramène 3 000, 4 000 têtes destinées à l'abattage après engraissement, mais après, il va courir pour essayer de trouver de l'aliment de bétail. Comme c'est une autre filière, parfois publique, parfois privée, qui l'alimente, quand il y a des tensions entre les deux parties, ça entraîne automatiquement un surcoût sur le prix de l'ovin ou du bovin. Parce que en revenant à la filière ovine, aucun éleveur n'a jamais pu me convaincre et ne pourra jamais me convaincre que, quel que soit l'endroit d'où il ramène sa nourriture, parce que eux, ils prétendent, ils prennent comme prétexte la nourriture pour leurs animaux, pour voir les prix qu'ils pratiquent. Mhm. Mais ce n'est pas possible de prétendre que la nourriture, que les fourrages et la nourriture animalière peut pousser le prix d'un ovin à 400 ou 500 dollars, alors que la moyenne internationale, à l'export des mêmes ovins du même poids au même âge, elle varie entre 90 et 110 dollars.
Donc là, il y a de la spéculation parce il y a un mauvais contrôle de la filière. C'était une filière traditionnelle qui était gérée par de grands propriétaires de cheptels et de petits bergers dans les hauts plateaux, pratiquement depuis Mathusalem jusqu'aux années 2000. Mais après, l'État il s'est impliqué parce qu'il était obligé de s'impliquer, les fourrages commençant à manquer. Les besoins en consommation locale de viande ont augmenté avec la population, mais aussi avec l'aisance financière des populations. Mhm. Quand on compte les revenus des gens, c'est bien beau, mais quand on augmente les revenus des gens, on augmente leur pouvoir d'achat, donc leur pouvoir de consommation, on augmente tout à l'heure, vous disiez l'appétit des Algériens. Peut-être que le problème vient de cet appétit qui n'est pas conforme aux capacités de production locale. Mais c'est pas le cas de tout le monde quand même. Il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas les moyens de se payer la viande rouge. Maintenant, la plupart des Algériens, maintenant, même ça peut arriver au ministre bientôt, parce que au prix que fait la... Parce que là, quand vous voyez un kilo de viande à 20 dollars, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la planète, dans aucune zone géographique. Mhm. Beaucoup de production d'un kilo de viande sortie d'abattoir n'a jamais dépassé les 4 dollars. Partout ailleurs, où ce qui est curieux, les charges sont plus lourdes. Ici, pratiquement, nous détaxons les fourrages, l'électricité est bradée, l'eau est bradée. Normalement, quand on voit les charges d'exploitation locale, on devrait être 30% moins cher. Mais là, on se retrouve avec des prix qui sont irrationnels et il faudrait peut-être revoir toute cette filière. Déjà, en commençant par les statistiques qu'il Mhm. faudrait mettre à jour et rationaliser, D'accord. qui élève quoi, qui consomme quoi, qui bouffe quoi. Parce que nos prix de la viande locale ne tiennent compte d'aucune D'accord. rationalité. Alors, et une dernière question, Farhat Aitali, c'est sur l'industrie agroalimentaire qui représente aussi un secteur stratégique dans tous les pays du monde et a fortiori donc en Algérie, qui est a un fort potentiel d'investissement. Euh, L'Algérie donc qui cherche la diversification de son économie a mis le poids aussi sur cette filière-là. Alors, quelle est votre appréciation de ce secteur? En tant qu'ancien ministre de l'Industrie? Est-ce qu'il remplit est-ce qu'il est bien développé? Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il remplit, on dirait, sa mission en termes d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire? Je ne sais pas ce que vous pouvez appeler souveraineté alimentaire en matière de transformation agricole. Ouais. Moi, responsable du secteur, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que certaines filières étaient pratiquement autosuffisantes. Elles pouvaient apporter l'autosuffisance. Il y en a même qui étaient hypertrophiées. Je Mhm. pourrais vous dire, par exemple, la filière boissons en tout genre, boissons gazeuses, jus de fruits, enfin, en tout genre, les capacités de production installées à partir des années 2000 jusqu'à à mon arrivée en poste, dépassaient de 4 fois les besoins nationaux. Donc, leur capacité était quadruple par rapport à la consommation locale. C'est quand même Mhm. incroyable, hein? Ouais, ouais. On consomme en normal en 5 milliards de litres de toute leur production, alors que leur capacité installée dépasse les 20 milliards de litres. Donc, ils se tirent dans les pattes et il y a même des problèmes de rentabilité pour ces unités. Le problème qui se pose, c'est que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Après une disette durant les années 70-80 où notre industrie était orientée, et c'était logique ce qu'ils avaient fait à l'époque, vers l'industrialisation à pas cadencée du pays, on s'est dit qu'on avait quand même un déficit en matière d'industrie agroalimentaire, donc on s'est mis à délivrer des crédits à tire-larigot et à financer pratiquement toutes sortes d'activités de transformation industrielle. C'est bien,
C'était très bien, mais bon, je crois que comme le ministère de la Planification avait disparu, on se retrouve avec des filières qui sont hypertrophiées en termes d'investissement. Seulement, nous avons pensé à les alimenter en matières premières locales après qu'elles aient été installées. Mhm. Et là, ça a posé un sacré problème. Et on se retrouve avec des usines, par exemple, de jus qui importent du concentré de jus. D'accord. Et là, franchement, si vous installez une usine de jus qui importe du concentré de jus et qui ne rajoute que de l'eau locale, vous avez autonomisé quoi? Absolument. Donc, parce que de toute façon, cette filière-là, elle va en parallèle avec l'autonomisation dans la filière agricole. S'il n'y a pas assez de production dans la filière agricole, il ne peut pas y avoir d'agroalimentaire, hein. Les Anglais, ils ont installé des filatures quand ils ont eu un excédent de laine de mouton. Ils sont devenus très, d'ailleurs, ils sont devenus, leur laine est devenue prestigieuse. C'est les pulls au vert anglais, ils sont devenus prestigieux. Ils n'ont pas installé la filature pour aller chercher le mouton après. Donc, nous aurions dû, à la limite, autoriser dans les limites des besoins locaux. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un ministère de la planification. Si on avait estimé que les besoins à l'époque étaient de 2 milliards de litres, on ferme le robinet en matière d'investissement à partir de 2 milliards de litres. Et on incite les gens aussi. Quand je dis on ferme le robinet, on n'interdit pas aux gens. Il suffit de leur dire, écoutez, vous allez vous casser la figure. Voilà. Et vos concurrents, ils sont déjà arrivés à saturation du marché. Mhm. Mais aujourd'hui, à la limite, moi, je suis d'accord avec les avantages comparatifs que l'Algérie peut proposer en matière énergétique, en matière d'autres intrants. On peut dire, voilà, nous allons produire de très bons produits ici, à moindre prix par rapport à d'autres pays, mais y compris la Chine, des jus, des yaourts, je ne sais pas quoi, et les exporter. S'ils sont exportables en l'état. Donc, si on fait de la qualité, sur n'importe quel marché, même dans le bassin méditerranéen, y compris au nord, si on répond aux normes, nous avons des excédents et nous avons des capacités de transformation. Comme on le fait avec le sucre et l'huile, par exemple, avec d'autres produits qu'on transforme et qu'on réexporte. Mais si nous tablons sur le marché local ou pour l'autonomisation sans aucune introduction de production locale. Tout à l'heure, quand je disais que, par exemple, dans la filière maraîchage ou dans la filière fruits, nous n'avions pas des capacités de stockage et d'utilisation industrielle. Ça ne veut pas dire que les investissements n'existent pas. Ça veut tout simplement dire que tous les investissements existants ont rarement recours aux filières et aux produits locaux pour les transformer. Ça, je l'avais constaté quand je suis arrivé en poste et je le constate jusqu'à présent. Si on ne leur interdit pas officiellement d'importer, ils vont aller importer. Et le problème, en leur interdisant, on les coule parce que déjà que le marché, ils l'ont saturé. En plus, certains sont plus compétitifs que d'autres. Une bonne partie va disparaître et la production locale n'arrive pas à temps. S'ils achètent une Donc, production, par exemple, nous avons l'habitude de voir des milliers de tonnes de tomates, parfois dans la région de Ngaous, des milliers de tonnes d'abricots ou de nectarines pourrir dans les hangars. Qu'est-ce qui empêche justement d'installer des usines de transformation, faire du jus, faire de la confiture? mais ça existe. Il y a des gens qui font du jus de la confiture, mais il faut un marché. Le marché local, il est saturé. Moi, je n'ai jamais vu de pénurie de jus ou de confiture en Algérie. Vous allez dans n'importe quel Mais il est magasin, vous saturé avez avec des produits importés ou produits localement? des produits locaux, des produits locaux. J'ai D'accord. dit que nos capacités de production sont supérieures aux capacités d'absorption du marché. Donc, Donc, automatiquement, donc, elles peuvent être orientées vers l'exportation. Qu'est-ce qui empêche?
Et tout le problème, personne ne leur interdit d'exporter. Mais maintenant, pour exporter, j'ai dit que nous pouvions être compétitifs en Mhm. matière de rapport qualité-prix. Le prix, nous ne pouvons pas être plus haut que n'importe qui. Parce que, à part les fruits, quel est le produit, quels sont les intrants qui augmentent les prix? C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les Mhm. salaires. Absolument. Et, sur ces trois intrants, nous sommes les plus faibles de la région en termes de prix. Franchement, on fait de la braderie en matière énergétique. Donc, nous pouvons placer du produit de qualité. Seulement maintenant, il faudrait que la qualité soit au rendez-vous. Mais il faudrait aussi que les approvisionnements de ces usines se fassent de manière conventionnée ou conventionnelle qui permettent à ces gens d'avoir leurs produits de base au même prix, à des prix plus ou moins raisonnables. Mhm. Vous ne pouvez pas faire de l'abricot parce que quand c'est le début de saison, on vous le vend à un prix prohibitif et quand c'est la fin de saison, on le jette. Vous savez, les gens qui font de la transformation de fruits en Occident, aux États-Unis, un peu partout, c'est des gens qui contrôlent la filière. Ils achètent les récoltes ou ils ont des conventions avec les producteurs. Donc, ils ont un prix plus ou moins stable durant toute l'année. Mhm. Vous ne pouvez pas planifier vos coûts de production et vos prix à des prix qui fluctuent du simple au double, du simple au triple. D'accord, Et d'accord, c'est clair, c'est c'est clair. pas le problème. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Farhat Aitali, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère que nous avons réussi à décortiquer un peu cette problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.